Du haut de cette estrade, je vous salue avec respect et d'ailleurs admiration. Je suis François Ndongo-Obiang, né à Libreville il y a un peu plus de 60 ans. Je suis fils de Maurice Ngom-Obiang, en tout premier, membre créateur de la Ligue gabonaise des droits de l'homme en 1917, qui installe le premier syndicat libre en 1925 avec ses amis et pères Mpongwe et Akele. Et je suis fils de Jean-Baptiste Obiang-Etougué, député de la première législature, infirmier depuis 1943, et membre fondateur avec son ami Simon Oyonaba du Morena. Que tous ceux qui veulent raconter le contexte peuvent raconter. Mais ça fait partie de la servitude. Je suis tout à fait heureux que tous les intervenants tout à l'heure sont revenus à mathématiques. Mathématiques tient simplement à la logique de vous affirmer ce que Étienne de la Boétie, un auteur français du XVIe siècle, a dit dans un écrit fastidieux et célèbre, le discours de la servitude volontaire. En gros, si nous sommes ce que nous sommes, si nous restons soumis à la pression, à l'oppresseur, c'est parce que nous le souhaitons. C'est parce que nous désirons volontairement ou non, consciemment ou non, à le rester. Et dans le cas du Gabon, c'est bien pensé, c'est tout à fait juste. Nous sommes volontairement dans la servitude. Il n'est pas nécessaire de crier sur le tyran, d'ailleurs le président l'a dit, M. Jacques Adiaïno. Il n'est pas nécessaire de critiquer. Et d'ailleurs, quand on critique un pouvoir tyrannique, on le légitime, si on ne sait pas passer à l'action. La vie n'est pas de faire le Congo-Ça. Or, effectivement, le pouvoir en place va organiser le Congo-Ça. On introduit dans les taxibus des éléments qui vous amènent des messages, et ces messages sont multipliés. On dit que, ah tiens, la première dame a tapé sur le président hier, son bras est cassé. Ça intéresse les Gabonais. Pendant 2, 3, 4 jours. On dit, tiens, le président est malade, il est souffrant, ça va pas mal, ça va... Ah, ils tombent dans l'espérance que Dieu va finir avec tout ça. Donc la servitude volontaire, c'est simplement d'affirmer que c'est les opprimés eux-mêmes qui souhaitent rester opprimés alors qu'ils ont le pouvoir et la capacité de sortir de l'oppression. Et ceci est juste quand il s'agit du Gabon. Quand il s'agit du Gabon, l'abbé aussi dit les pouvoirs pour asseoir ça amènent le divertissement. Le divertissement, nous l'avons eu. Nous avons eu tout le long de ces 50 dernières années les divertissements. On a les groupes d'animation, on a les fêtes à foison. Nous sommes l'un des pays qui a le plus grand nombre de journées fériées au monde. On a la capacité de ce que j'appelle l'émiettement de la qualité et de la capacité du genre humain, par cette phrase devenue célèbre, je peux faire d'un chien un ministre. Mais dès qu'on dit ça, il n'y a pas que la fonction de ministre. On peut faire d'un chien un directeur général, on peut faire d'un chien un secrétaire général, on peut faire d'un chien un colonel. Donc ce que moi j'appelle la théorie de la confusion. Tout le monde se permet de penser que je peux être Michel Boumi, que je peux être Edmond Okembele, quand il est directeur à ECG, qu'est-ce qu'il a fait de plus que moi? Donc il suffira que mon parent me trouve le piston de nomination pour accéder à telle fonction. Donc la BOC nous affirme que si nous souhaitons sortir de la tyrannie, il faut simplement faire un seul geste, c'est de désobéir. Il n'est pas nécessaire de passer à la lutte armée. D'ailleurs, Famboula l'a répété, nous ne sommes que 2 millions. Et aujourd'hui, nous sommes presque tous parentés, de par les liens du mariage, par les transversalités des rencontres des peuples. Si on se fait la guerre, nous sommes tous capables de tuer un de nos parents. Donc, c'est inutile. Il est même inutile d'aller brûler les poubelles. Parce que les poubelles, d'ailleurs, elles n'existent que dans nos quartiers. Elles n'existent pas le plus souvent dans les quartiers où ceux-là qui exercent la tyrannie habitent. Donc, c'est nous qui allons en pâtir. Donc, il est plutôt nécessaire de désobéir. Et désobéir, ce n'est pas de créer des actes de violence. Désobéir, c'est de ne pas faire ce qu'on te demande de faire. Or,
il est facile, quand on revient en arrière, le communiqué du parti unique, ramassage des militants dès 7 heures au carrefour d'Akébé. Et voilà qu'on ramasse les militants à 7 heures et la cérémonie commence à 14 heures. Donc entre 7 heures et 14 heures, ces dames ne sont là que pour contempler leur tenue vestimentaire, les pailles et autres. Donc la Boétie nous exhorte que la libération du peuple dépend du peuple. Et ce n'est pas nécessaire que le peuple juge l'oppresseur. Ce n'est pas nécessaire que le peuple juge le tyran. Parce que le tyran, lui, n'a même pas conscience qu'il est tyran. Mais quand on le combat avec des énergies qui sont des énergies de force et de physique, il s'arme, il s'organise et il devient plus fort. Donc il faut le combattre de manière insidieuse, de manière intelligible, avec la volonté simplement de ne pas obéir. Et la Boétie est vraiment l'ancêtre, le maître de la stratégie de la politique de la non-violence, que va finir par installer des personnalités comme Gandhi et même Mandela. À un moment, Mandela a fait la guérilla, mais après il a compris qu'il fallait faire autrement. Donc, la Boétie dit, les peuples peuvent se libérer s'ils finissent par ne plus avoir peur de l'oppresseur. Et parce que la Boétie affirme que la première liberté des hommes, c'est leur liberté de conscience. Et d'ailleurs, je vais découvrir tout à l'heure les chemins de servitude qu'il y a dans notre pays par le canal du pasteur Badiga. On nous dit que Bongo a eu un discours prophétique. Qu'est-ce qu'il y a de prophétique dans le discours de Bongo? Oh, je laisse le Gabon entre les mains de Dieu. Oh, Dieu ne nous a pas dit de faire du Gabon. Est-ce que d'ailleurs, je ne sais pas de Kouti c'est parti, mais est-ce que d'ailleurs, si on rentre en énergie, dans nos énergies gabonaises, est-ce que d'ailleurs c'est Bongo qui parle quand il dit ça? Mais on va écouter dans les églises que Bongo a fait un discours prophétique, mais ce discours prophétique, au bout de 13-15 ans, mais on peut se demander que Dieu nous a vraiment abandonnés. Si c'était si prophétique, c'est ça. Donc vous voyez, tout ça, même la servitude vous place dans des expressions et des mots de langage qui véhiculent des discours de pensée qui annihilent complètement votre liberté de conscience. Parce que, et là, on veut parler de changement de la Constitution. Je suis tout à fait aise que le jeune Famboula vous ait montré le nombre de changements de Constitution qu'il y a eu dans notre pays. Et on nous dit que Bongo a voulu réintroduire la notion de Dieu. Mais diantre, pourquoi l'a-t-il fait? Vous croyez que c'est Dieu qui l'a voulu introduire? Moi, je peux en parler. C'est mon grand frère qui était à la manœuvre, Joseph Ndongo, éminent juriste constitutionnaliste. Je peux en parler parce que j'étais là. Donc, qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires. On peut vous pousser un pion qui constitue un appât, alors que derrière, on veut faire passer autre chose. Dans ce que j'appelle l'émiettement de la servitude au Gabon. La servitude, l'émiettement de la servitude au Gabon, c'est aussi ces canaux chrétiens et des églises nouvelles qu'a créé André et son père Omar. Et j'étais encore là. Oui, parce que Bethany, c'était ma tante qui a amené cette affaire au Gabon à Siban. Ils sont dans mes télés là, à Siban, c'est chez moi. Je peux en parler, de bon en âge. Donc, quand André trouve la solution de faire élire son père par 40 partis, parce que pour Washington, pour Berlin, si on attend que Bongo a 40 partis qui le soutiennent, mais il a été légitimement élu. Mais quels sont ces 40 partis? Les partis qui tiennent dans une armoire à linge? Le père, le fils et la mère? Non. Donc ça, c'est la politique de la servitude. Il passe aussi dans des langages, des formes de langage qu'on vous a servi et qu'on vous impute, qu'on vous injecte pour ne pas avoir la conscience de raisonner. Et le Congo, ça en fait partie. Aujourd'hui même, c'est grave, l'analyse des réseaux sociaux, c'est que le jeune Gabonais, et même le majeur Gabonais, est d'autant plus asservi, parce qu'il croit tout ce qu'il lit sur les réseaux sociaux.
Or, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux sont parfois organisés. Ce matin, on a dit que le président Jacques Adiaino est dans une plateforme où il est une soupape du régime, mais c'est pas ça. Il a surtout son parent Barreau dont il prépare le terrain. Mais une telle annonce, vous savez d'où ça vient? Parce que dans nos définitions de droit, la servitude c'est un fonds servant qui se met à la disposition d'un fonds dominant. Ouais, ça c'est des juristes. Mais ça veut tout expliquer quand on rentre en sciences politiques. Il y a toujours un fonds servant et un fonds dominant. Bon, donc le fonds dominant organise parfois votre captation de conscience, organise le discours qu'il vous soumet pour que vous tombiez dans l'espérance des mouvements et des changements. Or, tout ceci est organisé. Et donc, les réseaux sociaux sont aujourd'hui le nouvel outil de servitude volontaire. Si on n'y prend pas garde, si on ne sait pas avoir le discernement nécessaire qui vous permet de faire l'analyse et la contre-analyse. Donc, pour la aussi, et pour nous, de manière actuelle, la meilleure façon de sortir de la servitude, c'est d'ignorer. C'est d'ignorer les oppresseurs. D'ignorer les oppresseurs. Il faut les ignorer, mais pas par la brutalité, mais les ignorer simplement en conscience. Une manifestation organisée par un député, un ministre dans un coin du Gabon, je reste chez moi, je ne suis pas concerné. Il ne m'apporte rien. C'est ça l'homme libre. Dans les archives que nous avons en famille, Léon Mba, Premier ministre, veut faire un meeting à Bitam le 4 avril 1958. Le Premier ministre. Et il organise au protocole de Libreville qu'il ferait le meeting à 11h. Parce que le DC4 va lui conduire à 9h. Le temps de se préparer, 11h. On lui fait comprendre, donc, monsieur le Premier ministre, si vous faites le discours à 11h, il n'y aura personne. Il dit comment? Mais si, ils sont tous dans leur plantation. Les Bitamans sont en train de travailler. Dans le caoutchouc, le café, le cacao. Et à Bitam, en 1958, il y a 253 blancs européens de 4 nationalités. Avec les autochtones, on travaille. Donc celui qui a du travail n'est pas soumis à la servitude. Mais celui qui a créé son indépendance de ressources et de captation des revenus n'est pas soumis à la servitude. Or, on nous a soumis à la servitude de manière directe en faisant croire que la fonction publique était le centre du travail, le centre de l'embauche et de l'émancipation. Or, c'est faux. Or, c'est faux. Les archives montrent que dans ce pays, il y avait une élite commerciale et même une élite industrielle, les exploitants forestiers. Et comme Mba, lui, mon très cher papa, Pierre-André Combila, qui est de la bonne génération de messieurs, a connu ça, qui a le bel âge aujourd'hui. Il a connu un des Mba qui donne sa maison à lui, parce que Léon Mba, Premier ministre, veut ouvrir la Radio Gabon. Il donne sa maison gracieusement à l'État. Donc il est riche. Il dit à Léon, bon, tu prends ça pour quelques mois, le temps que tu construises ta maison, bon, je donne ça à l'État. C'est une bonne chose qu'on ait une radio, qu'on sorte un peu de Brazzaville. Voilà, il y avait les babonneaux, les missionnaires, les charbonniers, il y avait les Kobokfons. Voilà, il y avait une élite commerciale. Et dans le commerce, il y avait Carré, un magasin, David au Carrefour David, qu'on appelle Menaga Routière. Il y avait le Père Olélé. Non, ce pays avait des gens qui étaient libres. Or, un matin, on a commencé par faire en sorte, vous faire comprendre que vous deviez tous être à la police, vous deviez tous être dans les renseignements, et ils sont là plein. Encore que je dis souvent, ils font du renseignement à la médiocrité, parce que on devrait, quand je vous fais la petite histoire de sciences politiques, quand la France réorganise ses renseignements au sorties de la deuxième guerre et qu'il les appelle les renseignements généraux, mais généraux, c'est parce qu'on veut savoir maintenant l'étendue des capacités aussi de l'élite française. Parce qu'on a été surpris à la guerre de 40, du déferlement de la Wehrmacht sur la France. On a été surpris. On ne savait même pas qui était le bon capitaine, le bon colonel, où était qui. Donc, on a dit jamais plus on ne sera surpris. On doit savoir qu'à Bitam, il y a un monsieur qui s'appelle Otoïdou. Il est agrégé de lettres. Il faut qu'on le sache.
Maintenant, il peut ne pas être contre nous, mais c'est un Gabonais. Si un jour on a un problème d'agrégation de lettres ou de difficulté de lettres, on peut le consulter. C'est ça le renseignement productif. Ce n'est pas seulement faire l'affiche que Privan Gomo a été mangé chez François Dorombian hier soir et qu'il est sorti de là à 22h. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut donc que vous compreniez qu'on vous a placé dans des éléments de certitude volontaires par le système local. Parce que quand on vous fait écouter le communiqué final d'un conseil des ministres et que tous nous attendions à la télévision quand est-ce que va apparaître le porte-parole, Jacques le sait très bien, et que tous les Gabonais sont suspendus à la lecture de ce communiqué, ça ne les intéresse pas. La partie projet de texte ne sont pas intéressés du tout. Ils attendent les mesures individuelles. Et là, on attend son nom. Ah, on n'est pas déverpi de la fonction de DG, ça va, je respire. Mais on a introduit, après les années 90, la nomination des chauffeurs. Êtes-vous conscient que la plus grande instance d'un pays trouve le temps et le moment de nommer les chauffeurs? Une nomination qui doit être laissée à l'appréciation de Pierre-André Kombila, d'Adiaïno, les deux ministres, et de mon grand frère Kakou. Ça doit être laissé à l'appréciation du ministre de choisir son chauffeur. Il prend une décision, il envoie à son collègue des finances et dit voilà. Et quand le chauffeur d'ailleurs lui crée une merde, il renvoie une autre décision au ministre des Finances et puis il y a un nouveau chauffeur. Mais on fait passer ça en conseil des ministres. Pourquoi? On vous crée une attente de servitude. Parce que dans vos villages, au plus profond de vos villages, même le chef de canton le plus reculé de Molénie Mida va comprendre que son fils a été nommé au gouvernement. Je parle comme mon nom, Guillaume, au gouvernement. Au gouvernement, je dis souvent aux parents d'Adiaïno que non, on ne dit pas gouvernement, vous aussi. Gouvernement. Ah, donc dites là. Gouvernement. Mais il écoute chauffeur particulier de ministre François Dorombian. Il est content. Vraiment pour dire. Mais c'est une servitude qu'on vous soumet. Et puis, ce jeune homme se trouve des prétentions désormais. Il va introduire dans son fait qu'il a été nommé par le président de la République. Et que d'ailleurs, il a des privilèges qui devraient lui être reversés. Un ministre me raconte là récemment, sous l'ère de l'émergence, il arrive, il ne nomme pas vite le chauffeur. Et comme les chauffeurs restent groupés en attente du conseil des ministres, ils bavardent entre eux et les autres sont tous déjà nommés sauf lui. Il dit, bon, quand son chef, d'abord ils appellent le patron, je ne sais pas pourquoi on appelle le ministre patron, c'est aussi une servitude. Et vous êtes tous confondus, vous ici aussi, certains d'entre vous, vous appelez le ministre patron, vous appelez le président patron. J'ai posé la question à Bongo lui-même, monsieur le président, pourquoi on vous appelle patron? Il me dit, Jacques, il me dit dans sa valise, mais moi je n'appelais pas le président Léon la patron, je l'appelais correctement monsieur le président. Alors, il me dit, bon alors chez toi les juristes, il faut régler ça. Puis moi, je vais régler ça. Ça m'a coûté des animosités avec certains membres du gouvernement qui sont allés dire à Bongo que je suis imposé. Parce que, on vous dit, mes respects, monsieur le ministre. Moi, j'ai appris à l'école que mes respects, ce sont des termes de droit militaire. On n'a pas à dire à un ministre mes respects. C'est des droits militaires. Ça va de lieutenant à colonel. Si on passe général, c'est mes devoirs. Mes devoirs, mon général. Mais moi, je veux venir dire ça à un civil, pourquoi? Moi, ça ne marche pas. Et ça, on vous aide dans des états de servitude. On vous fait utiliser des langages et des thématiques qui ne sont pas appropriés à l'identification de l'expression visuelle que vous vivez. Et donc, on entretient l'ignorance. Et voilà, c'est bien dit, parce que l'auteur allemand Gunther Sanders a bien écrit en 1956, si vous voulez détruire une nation, on ne fera plus comme Hitler, on détruit son éducation. Et effectivement, on a détruit l'éducation. Nous y sommes.
Et là, vraiment, c'est la pérennité même de la servitude. Mais c'est pourquoi quand je vous regarde, vous qui êtes de la bonne génération, vous qui appartenez à une élite vraie, j'ai l'habitude de dire, une élite vraie et véritable, vous ne sauriez mourir sans effectivement suivre les pas de Kembele. Arrêtez de ronronner dans votre espace et votre cerveau. Mettez-vous à la disposition de votre pays parce qu'il vous a tant donné. Parce que vous êtes la bonne génération. Ceux-là, ils ne savent même pas faire une phrase. Et encore moins l'écrire. Et encore moins la comprendre. Ceux-là, par contre, tous ceux qui sont assis là que je vois, mes aînés ici, ils sont dans les tranches de 70 ans et un peu plus. Mais ils sont tous bien formés. Bac, lycée technique, collège Monsieur, lycée Léomba, France, Nancy, Nantes, Montpellier. Ils ont ramené des diplômes vrais. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans la mystification. La mystification et la fabulation. On a fabriqué des systèmes de repérage. Et tout ça, c'est des éléments de servitude. Les gens parlent des choses dont ils n'ont pas la qualité et ils n'ont pas la qualification. Vous savez, le système a été bien organisé. Ils ont même tout dévoyé. Le système, depuis 1968, a pris en place l'idée de tout dévoyer. L'Église a été bombardée. Mais c'est mon homonyme qui est l'évêque adjoint d'Adam depuis 61. C'est mon homonyme, dont je porte fièrement le nom, François Ndongo. Mais comment voulez-vous qu'en 68, en 69, on l'éjecte à OIM pour aller créer un nouvel évêché? Parce qu'on a été consacré rapidement et en catimini, André Fernand Anguillet à Kampala. Et je le disais souvent quand ils étaient dans la même maison à Sainte-Marie, quand mon père a pris la retraite. Je disais, tonton André, mais vraiment, la cérémonie là à Kampala, c'était en anglais. Hein? Je vois que tu as tout compris. Parce que ce jour-là, Paul VI a parlé en anglais. Or, mon oncle, André Fernand, ne comprend pas l'anglais. Mais parce qu'il fallait faire déjà la stratégie de dislocation de l'église catholique. Mais l'église protestante a été atomisée. Atomisée par le système. Ils ont dévoyé la franc-maçonnerie en y introduisant des gens qui ne sont pas capables de raisonnement et de logique. Et ils ont laissé galvauder dans l'opinion le fait que c'est eux qui massacrent tout. Ils ont aussi fait pareil avec la Rose-Croix, mais ils ont fait pareil avec le beauté. Combien de pygmées ne sont pas disparus de nos forêts pour des cérémonies pygmées qui n'étaient pas appropriées? Mais ils ont dévoyé le melal, puisqu'un matin, quelqu'un a décidé qu'il pourrait faire de Bongo à Komamba. Vous vous rendez compte qu'un humain devienne à Komamba? Il n'y a que Privat qui peut m'expliquer ça. Ils sont dans des éléments de certitude affichés, puisque d'ailleurs ça continue. Le stade d'OIM, qu'ils vont mettre à mi-chemin entre OIM et Midam, il faut savoir pourquoi. Mon frère défunt urbaniste et numérique, Maurice Maxime Gouroubian, disait aux autorités à l'époque, tout en étant chômeur déjà, qu'on ne peut pas mettre un tel investissement et un tel immeuble dans la brousse, sur une voie unique. Il a dit ça, je me rappelle, à table avec le Premier ministre de l'époque. Sur une voie unique. Et ensuite, un immeuble devant accueillir du public, Auguste. Et dans une zone où il n'y a même pas de transport. Et en plus, Privat leur dit, vous allez dénommer ça Ngong Stadium. Stadium, c'est en anglais. Or, la constitution de ce pays proclame que la langue officielle, c'est le français. C'est encore votre frère qui va me cartonner dessus. Et ils appellent ça Ngong Stadium. Voilà des humains qui jouent dans le pays des immortels. Il n'y a aucun qui peut avoir compris ça. Et Jacques, c'est pas étonnant que le stade pourrit. Parce que c'est un stade qui est situé dans le monde des immortels. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on veut vous asservir, on vous enlève les éléments de repérage qui fondent la cristallisation de la conscience de l'individu. Et on vous commence à vous dire que le boité est mauvais, que les mélanges sont mauvais, mais pour finir, vous ne sortirez de la servitude si vous savez récupérer votre identité.
Si vous êtes capable de récupérer votre identité, nous, Gabonais, le pays le plus atomisé de l'Afrique, si nous sommes capables de nous réveiller dans cette plateforme pour retrouver notre essence principielle, nous serions à même de penser que nous pourrons sortir du feu. Parce que, je vais vous donner un exemple. Les petits Maliens que vous voyez dans vos rues, ils font 2700 km pour arriver ici, ils sont initiés. À 12 ans, à Gao, à Ségou, à Tombouctou, on les initie, au rite. Les autres meurent en Méditerranée, les autres suivent. Ils ne s'arrêtent pas. Parce qu'un homme initié au Mouli, un homme initié au Malade, un homme initié au Niembe, un homme initié au job, au vrai job, est un homme accompli, est un homme plein, est un homme qui ne tombe pas dans l'asservissement et qui n'est pas soumis à un discours de servitude parce qu'il a, dans son essence essentielle, le droit de mettre en contradiction la logique cosmique et la logique terrestre. Donc c'est un homme constitué. Alors vous devez retrouver vos origines. C'est ce que moi j'appelle la réappropriation. Vous devez vous réapproprier votre pays. D'abord dans son essence initiatique. C'est le pays le plus puissant au monde. Il est au centre du monde. Vous devez vous le réapproprier. Si autant de gens viennent pour vous le convoiter, ils savent ce qu'ils viennent y chercher. Et si vous n'avez pas de guerre jusqu'à maintenant, ce n'est pas tant les tyrans qui font qu'il n'y ait pas de guerre, et il y a encore moins vous. Ce sont les énergies qui sont en véhicule dans cette terre, qui nous permettent d'être à l'abri des feux. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une ombre se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte, pourchassons à jamais l'injustice et la honte. Il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Super, bravo. Alors, je suis Madame Hervo Akenenge Marie-Sylvie, première candidate déclarée à la prochaine élection présidentielle depuis le 13 juin 2020 avec des préalables pour sa tenue. Je suis membre fondateur et je suis dans le directoire de la plateforme Gabon d'abord. Et c'est notre première sortie. Nous allons aller très loin, comme l'a dit le président Adiano. Ce n'est pas un parti politique. Je suis de la société civile et je m'en vais en indépendante. C'est un laboratoire, mais dans la concrétisation, afin que, puisque je prône la rupture, et c'est bien pour ça que j'adhère, mais au niveau du système, et je suis vraiment en phase avec le vice-président, M. Edmond Okembele, dans cet esprit où il faut un référendum. Il faut qu'au niveau des échéances à venir, que ce soit au niveau des mairies, des conseils municipaux, des législatives, sénatoriales, il faut de toute manière une rupture et la politique ne peut pas se passer qu'à Libreville, qui n'est pas le Gabon. Et voilà, mon mot à dire, rupture. Mais on ne sait pas là où l'on va. Hein? Il faut vraiment trouver des voies et moyens pour que normalement on recommence un tout petit peu à positiver, hein? Qu'on essaye d'avancer. C'est ce qu'on peut vous dire.
Hein, l'initiative elle a été très bonne. Vous-même, vous avez vu un peu hein, tout le parterre de personnes qui étaient là en présence. Ça veut dire que c'est une mayonnaise qui prend un tout petit peu, hein, doucement, doucement, doucement. Il faut du temps. Hein, mais il faut vraiment que le pays, tout ceci c'est pour que le pays change. Et dans le bon sens du terme. Ok. Jean-Claude Ondo, ancien commandant de bord d'Air Gabon, retraité évidemment. Cette initiative de Gabon d'abord c'est une initiative personnelle de monsieur Kevenenkor qui nous a demandé, qui a fait un travail depuis pratiquement 8 ans. Et c'est à l'issue de ce travail que cette plateforme a été conçue. Nous sommes tellement heureux parce qu'aujourd'hui nous avons un parterre d'intellectuels, un parterre de gens sérieux qui veulent relever le défi du Gabon de demain. C'est la raison pour laquelle on appelle Gabon d'abord. Éveille-toi, Gabonais. Merci déjà pour votre présence et le fait que vous m'avez donné la parole. Ce qui m'a d'abord interpellé, c'est Gabon d'abord. Quand on parle de Gabon d'abord, ça m'interpelle. Et vous voyez le logo qu'on a dévoilé, ce logo-là, c'est le Gabon. Ça parle de tout. Et c'est un logo qui est tellement... c'est mystique. Et l'initiative est louable. C'est vraiment une initiative. C'est ce genre de plateforme qu'on cherchait. Où moi, traditionnaliste, je peux me retrouver en train de parler avec le pasteur de l'église de Réveil, avec le prêtre de l'église catholique. Tout ça, c'est le Gabon. Tout ça, c'est le Gabon. Et qu'on peut se retrouver avec les gens de la société civile, des retraités et des chômeurs. Donc ça veut dire que le Gabon est représenté en miniature. C'est tout le Gabon. Et vraiment, je salue et je loue l'initiative. Mais maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de remettre ça dans les mains de nos ancêtres, dans les mains de Dieu. Parce que Dieu nous reconnaît à travers nos ancêtres. Dieu nous reconnaît à travers notre identité mystico-spirituelle. Donc, c'est ce qui nous reste maintenant à faire. Et j'interpelle tous les Gabonais à venir adhérer à cette plateforme. Parce que cette plateforme est mieux qu'un parti politique. Là, nous parlons de Gabon d'abord. Et c'est le Gabon qui est... Nous-mêmes d'abord, nous sommes le Gabon. En termes de popularité, c'est presque toutes les classes politiques et toutes les couches de la population gabonaise. Il y avait des cadres, des moins cadres, des anciens dignitaires, des nouveaux dignitaires et les services, les représentants de toutes les obédiences religieuses, qu'elles soient traditionnelles ou modernes. C'est justement ce qu'il faut. Ce que ça m'inspire, c'est que le Gabon a besoin, pour s'émanciper, de voir ses enfants assis autour d'une même table pour redéfinir, pour redessiner une nouvelle maquette sur laquelle nous allons partir pour bâtir un Gabon nouveau. Le Gabon est un pays par terre. Et s'il est par terre, c'est parce qu'il y a des fossés qui se créent entre ces différents fils et entre les différentes couches de la population. Aujourd'hui, nous avons besoin de réaliser, je l'ai dit il y a quelques années, lorsqu'il y a eu ce qu'ils ont appelé le dialogue organisé par le PDG et un autre dialogue organisé par M. Jean Ping, j'ai dit que ce n'était que des monologues. Ce n'était que des monologues. On ne fait pas un dialogue s'il n'y a pas diversité d'opinion. Voilà. Si on va à un dialogue avec une parole unique, une opinion unique, ce n'est plus un dialogue. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait des interlocuteurs. Donc, la plateforme Gabon d'abord va être pour nous une table ronde qui va initier le dialogue entre les Gabonais pour que chacun donne son avis, que chacun apporte son expertise pour l'édification d'une nation forte. Voilà.